Voilà, je rappelle que vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Il est 12h15 sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors, comme je vous l'ai promis au début, nous allons faire un retour sur les émeutes de Londres. Alors, brièvement, le 4 août, Mark Duggan, D-U-G-G-A-N, 29 ans, est abattu par la police. 2 jours plus tard, et ce jusqu'au 11 août, des violences sans précédent explosent à Londres et dans d'autres villes britanniques. Oui, de la Grande-Bretagne, oui. Les commentateurs ensuite ont multiplié les analyses et les recommandations selon une ligne de partage assez classique. Fallait-il d'un côté davantage de dialogue et d'inclusion ou au contraire renforcer le rôle de l'État, au besoin sa violence légitime? Donc grosse question philosophique ou politique jamais résolue. Ici, Mathieu Bocoté a écrit un article, pas ici en fait, mais en France. Il a écrit un article dans le site causeur.fr le 11 août dernier, un article intitulé « Une révolution anglaise ?» Bonjour Mathieu. Bonjour. D'abord, parlez-nous un petit peu de ce site que j'ai découvert grâce à votre article, causeur.fr. Alors, c'est un site qui est aussi qui est lié à une revue, la revue Causeur, oui, qui regroupe une bonne partie du milieu intellectuel français. C'est dirigé par Elisabeth Lévy, qui est une figure, journaliste assez connue, et qui rassemble ces espèces de sensibilités. Je ne dirais pas de non-conformisme, parce que le terme, on l'utilise abusivement, mais sensibilité quelquefois libérale, conservatrice, sensibilité un peu conservatrice, mais aussi républicaine, gauche républicaine. Donc, toute une sensibilité qui, sur le plan politique, dirait-on, irait de Chevènement à Pasqua, mais sur le plan intellectuel, surtout parce que c'est ce qui est le plus intéressant, est porteur des disciples de Philippe Murray, d'Alain Finkielkraut, de Pierre Manant, de Marcel Gauchet. Donc toute une école aronienne, d'une certaine manière, un aronisme de centre-gauche, de centre-droit. De Raymond Aron, de Raymond Aron, bien sûr. Sponsor politique. Donc c'est une bonne revue intellectuelle française, c'est-à-dire qui rassemble des gens de différentes tendances finalement et qui cherche à analyser le réel à l'abri d'un certain politiquement correct. J'ajoute une chose, c'est une revue de grande qualité où on peut s'exprimer au-delà du format convenu habituel presque des médias québécois quelquefois, mais des médias en général. Et en plus, le style est très important, hein? Il faut savoir écrire en très bon français, j'ai vu. Oui, ben voilà, c'est une revue où il ne faut pas écrire en style trop académique, donc on ne doit pas écrire en jargon sociologique, et on ne doit pas écrire non plus, je l'espère, avec le style coup de poing, bagarreur de rue que d'autres peuvent connaître. Donc c'est une revue qui donne son importance aux idées et qui croit que les idées sont d'autant mieux servies qu'elles sont bien écrites. Et surtout, la devise, c'est causeur, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Oui, ben donc ça favorise le dialogue. C'est quelque chose avec un peu étranger aux oreilles québécoises. C'est-à-dire au Québec, j'aime le dire, c'est une formule que je reprends souvent, qu'est-ce qu'un débat? C'est une manière originale de se réconcilier. Les Français ont quand même le sens du dissensus plutôt que du consensus, du désaccord civilisé. Même par principe, non? Oui, mais il y a quand même ce génie français qui consiste à se diviser de la manière la plus féroce et ensuite de savoir se réconcilier dans l'art de vivre et ainsi de suite. Et l'idée aussi qu'il y a une pluralité de points de vue possible autour d'une même question sans qu'il ne faille pour autant déclencher une guerre civile. Non pas que la France soit à l'abri de la guerre civile comme on l'a vu à travers l'histoire. Il y a un art du débat intellectuel, je ne dirais pas une science, mais il y a un art du débat public en France qui nous manque peut-être ici en Amérique du Nord, qui nous manque très certainement au Québec. De ce point de vue, sur certaines questions, il n'est pas mal à l'occasion d'aller écrire dans les revues de la mère patrie. En effet, vous parlez de guerre civile, ce qui nous amène un petit peu à l'objet de notre chronique d'aujourd'hui. Donc, faisons un bref retour sur les événements. Donc, début août, il y a eu ce Mark Duggan il y a eu une bavure policière qui a créé donc ces émeutes qui ont duré 6 jours, du 6 au 11. Et évidemment, les bons penseurs que vous fustigez, vous, surtout de la gauche, on dit oui, ce sont des exclus, ce sont des immigrés, ce sont des pauvres, etc. Vous prenez le contre-pied complet de ça. Mais d'abord, il faut le point de départ, c'est la référence à la bavure policière. Oui, ça, c'est le récit convenu, c'est-à-dire chaque fois que la police sort ses armes et pour une raison ou pour une autre, il y a une victime de la police, et bien évidemment, on va dire tout de suite bavure policière. Donc la police ne peut faire usage de la violence apparemment que sous le signe de la bavure. À partir de là, l'interprétation officielle est donnée. La police fait une bavure un acte de violence. Pourquoi? Mais parce qu'elle a l'habitude de cette violence finalement. Et la police n'a fait-elle pas un usage systématiquement injuste de la violence? Et n'est-ce pas symptomatique finalement de politique d'exclusion, de domination, de discrimination dont seraient victimes certaines minorités? De ce point de vue, finalement, est-ce que la police ne serait pas une force d'occupation néocoloniale ou néo-impériale dans les quartiers diversitaires de Londres? Et le point d'aboutissement de ce récit officiel que nous connaissons, eh bien, qu'est-ce que la révolte des exclus? C'est devant un système de domination, devant cette discrimination, devant cette pesanteur de la domination, les exclus se révolteraient et décideraient de réanimer sous une figure inédite la lutte des classes. Mais au point,
à titre de défense de cette thèse-là, que vous récusez, vous, Mathieu Bock-Côté, il y a pas que Londres, il y a eu d'autres. Il y a eu les émeutes à Paris en 95, il y a eu à Montréal-Nord en 2008, je pense. Il y a eu les Indignados de Madrid, il y a eu les révoltes d'Athènes. Est-ce que tout ça n'est pas relié? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas une crise de système? Non, les émeutes d'Athènes, c'est une chose. Les indignés espagnols, c'en est une autre. Montréal-Nord, Paris en France en 2005 et en Grande-Bretagne ici, la question de la bavure policière dans les trois cas est loin d'être évidente. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu lieu, je dis que ce n'est pas une évidence en tant que telle et que le récit préprogrammé qui consiste à toujours nous jouer le jeu entre les dominants et les dominés, les dominants étant évidemment les policiers, les dominés étant les différentes communautés victimes d'exclusion, ce récit auquel on est habitué ne fait que reconduire finalement un schéma classique d'analyse qui nous vient du marxisme, qui a été reconduit dans les sciences sociales ensuite. C'est toujours l'idée que la révolte est porteuse d'émancipation et l'autorité est nécessairement domination illégitime. Alors à partir de ce schéma, eh bien, chaque fois qu'il y a révolte, chaque fois qu'il y a des insurgés, chaque fois qu'il y a émeute, elle est toujours légitime, elle est porteuse de revendications sociales fondamentales. Mais il y a quand même une injustice, non, Mathieu? Mais ça dépend ce qu'on entend par injustice là-dessus. C'est-à-dire, le terme injustice est souvent utilisé de manière abusive aujourd'hui pour critiquer non pas certaines dérives d'un système, mais critiquer le système en lui-même. Mais je campe l'analyse plus largement. Oui. Les émeutes de Londres, on voit, donc ça commence. Évidemment, d'ailleurs, le type en question, Mark Duggan, là-dessus, il y a les choses doivent être éclairées encore jusqu'à présent, mais d'un côté, dépendamment les journaux que vous lisez, soit le type était proche des milieux de trafiquants de drogue, soit c'est un père de famille exemplaire. Les deux ne sont pas incompatibles. Ça, c'est très vrai. C'est très vrai. Le mélange et le bien et le mal se côtoient. Mais, chose certaine, nous n'étions pas devant un ange. Alors, quoi qu'il en soit, il y a ces émeutes. Et immédiatement, quelle interprétation en a proposé la sociologie officielle, la sociologie radicale? C'est justement celle-là. C'est-à-dire, il y a des exclus, des dominés, des marginaux. Et là, dans une situation d'exclusion assez radicale, qu'ils subissent d'autant plus qu'elle est aggravée par les politiques dites néolibérales du gouvernement Cameron, qui, parce que l'État britannique est surendetté, est obligé aujourd'hui d'entreprendre une révision à la baisse de l'État social, eh bien, tenez ensemble des phénomènes d'exclusion raciste, discriminatoire, xénophobe envers ces minorités. Et de l'autre côté, ayez un gouvernement qui met la hache, selon ce qu'on dit, le scalpel selon d'autres, dans l'État social, et vous auriez les conditions idéales pour que naisse une révolte. Cette révolte, comment est-elle analysée? Elle est analysée toujours de la même manière. C'est l'insurrection des dominés. C'est l'insurrection légitime des vaincus de l'histoire qui reprennent leur dignité par l'usage de la violence. Le problème étant le suivant, c'est que ce schéma d'analyse qui nous vient directement du marxisme, je l'ai dit, rappelez-vous, pour le marxisme, l'exclusion est porteuse de rédemption. C'est nous n'étions rien, donc soyons tout. C'est dans l'international. C'est parce que vous êtes exclu de l'ordre social en tant que tel que vous êtes investi d'une mission rédemptrice. Vous regardez l'ordre social de l'extérieur, vous en récusez la légitimité. Donc, lorsque vous vous révoltez, la vocation de la sociologie progressiste ou officielle consiste à vous donner un certificat de progressisme. En fait, Mathieu Bock-Côté, ce que vous dites, ça reprend toujours vos thèses que quand on est victime, on a le droit moral de réclamer ci, ça, et moins j'ai, plus je peux obtenir. C'est l'héritage du marxisme, c'est-à-dire le surinvestissement moral de la marginalité. Vous parlez de marxisme, Mathieu Bock-Côté, mais est-ce qu'on peut pas aussi venir à une perversion du christianisme? Vous savez, heureux les pauvres, heureux les exclus, heureux les si, mais vu dans une façon un peu tordue? Toynbee ne disait-il pas Toynbee, le grand historien, Arnold Toynbee. qui disait que le marxisme était une expression dégénérée du christianisme. Qui sait? Ça reste à voir. Mais on voit l'idée, c'est-à-dire les derniers seront les premiers. Nous n'étions rien, donc soyons tout. La marginalité rédemptrice. Il y a un filon d'analyse, mais avec le marxisme, qu'est-ce qui arrive? C'est que cette idée que l'exclusion est rédemptrice, que on doit aller chercher vers les parias, les prolétaires, toujours l'exclu. On doit toujours voir l'exclu comme porteur d'une légitimité supérieure. Je veux bien, Mathieu, mais alors, vous avez un vrai exclu, d'accord? Vous avez un vrai exclu. Vous pouvez pas quand même pas lui tenir ce discours. Mais ça dépend ce qu'on entend par exclu. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment? Un exclu, mettons, quelqu'un qui regarde la télévision et il voit toutes les montres de luxe, tous les trucs Louis Vuitton, tous les Hugo Boss et tout ça, alors on lui montre, c'est comme un supplice de Tantale, on lui montre tout ce qui existe dans la société, mais auquel lui n'a pas, par ses revenus, ne peut pas accéder. Mais on n'y a pas de droit. Il n'y a pas un droit au luxe. C'est la vocation de l'État social n'est pas un droit à redistribuer les produits de luxe. Mais Mathieu, écoutez, mettons que vous faites des 10 000 $ par année et je vous montre une boîte de foie gras, du champagne et du chicoutet et tout ça devant votre nez. Je dis, vous avez une très belle formule, vous. D'où vient cette étrange idée selon laquelle le désir crée le droit? Mais voilà. Il y a du sadisme quand même à montrer à des gens qui n'ont pas Mais on ne montre pas les gens. Il y a cette espèce d'idée comme quoi
l'expression de la richesse telle qu'elle existe, même dans ses aspects ostentatoires, même dans ses aspects quelquefois déréglés, il n'y a pas de doute là-dessus. Fait, il y a néanmoins cette idée que puisque je veux, j'ai droit. Puisque je désire, j'ai droit. Donc, à partir de cette logique, le droit ne tient plus. Le droit ne tient plus, le droit ne résiste plus au désir, et les institutions ne tiennent plus. Si une situation me choque, je n'ai pas accepté les processus normaux, réguliers pour la changer, par exemple, en décidant de m'investir sur le marché du travail, gagner davantage d'argent, ou encore en décidant de gagner les élections si mon parti est marginal. Oui. La violence est un droit pour transformer mon désir en droit. Alors ça, c'est un problème. Deuxièmement, cela dit, nos sociologues progressistes nous disaient à propos des émeutes de Londres, n'est-ce pas une révolte légitime contre le capitalisme? N'est-ce pas une révolte légitime contre l'empire de la marchandise? La réponse, c'est non. Parce que lorsqu'on voit les émeutiers, lorsqu'ils s'en prennent au commerce, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils décident de s'en prendre au symbole du pouvoir? Sauf lorsqu'ils confrontent la police. Est-ce qu'ils s'en prennent au symbole du pouvoir pour l'abolir? Non, pas du tout. Ils s'en prennent au symbole de la marchandise. Non pas pour les détruire, mais pour se les approprier. Les produits de luxe, les montres, les beaux vêtements, les téléviseurs, les jeux vidéo, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans l'émeutier contemporain, si je puis dire, n'exprime pas une révolte politique. Il transforme son désir en droit et se jette sur les formes de la marchandise et veut se les approprier. Donc, loin de contester le système, il l'avalise, mais il y ajoute une forme de violence. Vous le dites d'ailleurs assez très clairement dans votre article, Mathieu Bock-Côté, c'est que on pense que ces émeutiers ont une philosophie bien articulée, etc. Et vous dites que non, c'est juste l'appétit qui les meut. Oui, ben voilà. Alors là, c'est encore une fois parce que cette critique est non seulement une critique des émeutiers, mais surtout de ceux qui cherchent à surinvestir existentiellement leur émeute, leur révolte. Oui. Donc, ce serait a posteriori qu'ils justifieraient la chose. Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire là, on a la batterie de sociologues progressistes qui interviennent et qui nous disent ces gens sont porteurs d'une critique profonde, d'une philosophie de l'existence. Ne sont-ils pas porteurs d'une politique de l'émeute qui vient remettre en question les fondements même de la domination capitaliste? Non. Non, tout simplement non. Et pourquoi pas à un niveau embryonnaire, Mathieu Bock-Côté? Parce qu'une révolte, forcément. Si tel était le cas, si nous étions devant véritablement des revendications politiques, eh bien, premièrement, on les formulerait ne serait-ce que minimalement. Alors là, ce n'est pas ce à quoi nous avons assisté. Mais est-ce que la formulation ne vient pas après coup? Quand il y a une révolution, c'est comme une sorte de gros mouvements péristaltiques, si j'ose dire. On explose et ensuite il y a une justification. Ensuite il y a des penseurs qui viennent se greffer là-dessus. Oui, mais ce qui est certain, c'est évidemment ensuite. Mais pour l'instant, au moment des événements, au moment des circonstances, nous avions des gens qui cherchaient véritablement à détourner le sens de l'émeute et qui refusaient surtout cette idée qu'elle puisse ne pas avoir de sens ou alors qu'elle puisse être condamnée. J'en donne l'exemple. J'écoutais, je crois que c'était à Radio-Canada, mais c'est un discours qui a été tenu un peu partout en France et tout ça. Un sociologue nous dit, bien sûr, la violence est terrible pour le petit commerçant qui voit son commerce défoncé par des émeutiers. Mais si nous relativisons ça dans la perspective de l'histoire, évidemment, c'était terrible aussi pour les nobles, la noblesse française 1789 et ainsi de suite. Mais la violence n'est-elle pas accoucheuse de l'histoire? C'est Karl Marx ne disait-il pas la violence est la grande accoucheuse de l'histoire? C'est vrai. Et bien sûr qu'il disait ça, mais ça me paraît pas. Comment voulez-vous faire une histoire sans violence? La question n'est pas de faire l'histoire sans violence. La question est de savoir que les sociétés démocratiques, libérales, occidentales ont civilisé le processus de la violence, soit en l'investissant dans le politique. Le rôle de l'État, c'est la violence régulée, encadrée légalement. Soit encore en la traduisant, par exemple, dans le registre traduisant la pulsion violente, soit dans le domaine de l'économie. L'économie de marché, une part de violence refoulée qu'elle institue, à travers la quête du profit. La concurrence, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une forme de violence civilisée? Même dans l'art, certaines formes d'art nous permettent justement de transfigurer cette violence. Je veux bien, Mathieu. Mais lorsque la violence revient à sa dimension pulsionnelle, et lorsqu'elle se présente sous la forme de la pulsion nihiliste, lorsqu'elle condamne l'ordre social, lorsqu'il n'y a pas d'autre horizon à mon désir que mon propre désir, et lorsque la violence est l'instrument légitime de mon désir pour abolir toutes les institutions qui permettent pourtant de vivre en société, nous sommes dans une situation qui révoque les fondements, je dirais même, de l'ordre civilisé. Et c'est ce que nous avons vu. J'ajoute une chose, cela dit, parce que ce n'est pas secondaire. L'affrontement ici doit être pensé aussi dans le fait qu'il y a une responsabilité de la part des émeutiers sur le plan culturel. Je m'explique. Beaucoup de ces groupes, de ces émeutiers sont entretenus dans ce que j'appelle quelquefois une sous-culture gangstérisée. Le rap, par exemple, c'est un bon exemple là-dessus. En France, on le voit. Rappelez-vous, lorsque Diams chantait il y a quelques années « Ma France à moi ». Et là, c'était une apologie de la combine, une apologie du truand, une apologie d'une France capable, d'une autre France, capable de choquer le bourgeois, de l'agresser, de le blesser. Une France qui se pense dans les marges. Mais alors, dans ce cas, il faut condamner les surréalistes.
artistes, il faut condamner beaucoup de mouvements artistiques qui ont été je ne condamne pas eux aussi étaient contre-bourgeois. Oui, mais il y a une distinction, cela dit, entre ces mouvements artistiques qui étaient davantage, qui relevaient de l'élite et de l'avant-garde culturelle, et la diffusion par le capitalisme publicitaire, par le marketing mondialisé, de cette espèce de sous-culture marquée par un certain rap. Dieu sait que c'est pas un type de musique que j'apprécie, mais j'ai dû l'écouter pour savoir ce dont il était question. Oui. Et lorsqu'il y a, à travers cette musique, un appel systématiquement à s'en prendre à la police, un appel systématiquement à condamner l'ordre social, un appel à mépriser le pays qui nous accueille. Je donne un exemple, Mr. R, je crois, rappeur belge, qui disait, vous me pardonnerez la vulgarité, il y a quelques années dans une chanson, et il parle de la France, puis il dit la France, et je pisse sur le général de Gaulle, et ainsi de suite. Vous voyez le type d'images qui sont suggérées. Lorsqu'on a un groupe qui s'appelle Nick ta mère, lorsqu'on a, donc le rap français est un bon exemple, mais qui existe aussi en Grande-Bretagne, lorsque toute une culture entretient un fragment de la jeunesse, une fraction de la jeunesse, dans un rapport de dissidence, pour ne pas dire d'hostilité envers les institutions, lorsque ce fragment de la jeunesse ne peut exister qu'en révolte contre non seulement l'État, mais contre la société. Mathieu, eh bien, n'y a-t-il pas ici quelque chose comme les ferments d'une désagrégation sociale? Mathieu, je tape sur le même clou encore une fois, permettez-moi. Est-ce que vous dites que la violence doit être politisée ou instituée, régulée? Mais il y a beaucoup de gens dans la société qui n'ont pas accès à ça, ou des gens qui n'ont pas pu, si vous voulez, transformer leur propre violence personnelle, comme nous avons tous. Ils n'ont pas pu transformer cette violence-là pour la civiliser, comme vous le dites, selon les processus démocratiques. Mais la civilisation pose des digues. La civilisation pose des digues depuis longtemps. Orwell, ce sont des remparts, quelquefois. Oui, mais c'est pas un problème. Il y a des gens qui peuvent pas Orwell franchir le rempart. Dans plusieurs de ses écrits, lorsqu'il parlait de la common decency. Orwell, c'est 1984. Oui, mais pas seulement ça, c'est l'affaire aux animaux, c'est combien d'écrits politiques et ainsi de suite, Orwell et ainsi de suite. Un thème revient régulièrement chez Orwell, c'est la common decency. C'est ce qu'il appelle la décence des gens ordinaires. On pourrait dire aujourd'hui la décence des classes populaires et des gens des classes moyennes inférieures, pour le dire ainsi. Des travailleurs honnêtes, quoi. Alors oui, pour le dire avec cette formule. Donc, il y a chez Orwell cette idée complètement évacué par la sociologie contemporaine, qu'il y a une dignité propre à la condition des gens modestes, et ainsi de suite, et qui sont souvent plus honnêtes en dernière instance, qui ont souvent un sens plus grand du juste, un plus grand respect de l'autorité, et on peut même le remarquer quand on fait un peu de socio bien fait. Normalement, les idées plus traditionnelles sont déposées, conservées aujourd'hui dans les classes moyennes et dans les classes, c'est drôle ce que vous dites, classes populaires. Mais une originalité, cela dit, se pourrait-il que les grandes métropoles contemporaines soient des lieux de dissolution du lien social, c'est-à-dire le lieu de dissolution de cette common decency? Se pourrait-il que la grande métropole contemporaine nous propose justement une réactivation de la pulsion dans ce qu'elle a de plus violent? Se peut-il que la grande métropole contemporaine, loin de refaire du lien social de manière inattendue, eh bien, se peut-il qu'elle troue le lien social? Regardez toute la publicité, c'est évident ce que vous dites. Oui, mais on doit avoir les effets. C'est-à-dire les émeutes de Londres, évidemment, on nous disait il y a des causes sociales aux émeutes de Londres. Bien évidemment qu'il y a des causes sociales aux émeutes de Londres. La question est de savoir si les causes sociales sont là ensuite pour justifier la politique de l'émeute, la politique de la révolte. Les causes sociales sont-elles là? Puis il ne faut pas sous-estimer une chose. C'est Gustave Le Bon, je crois, qui disait le grand psychologue, sociologue début 20e siècle, une figure un peu contestée de la pensée française, mais qui a écrit une psychologie des foules notamment, et qui disait on ne doit pas sous-estimer le fait que la psychologie de la foule est quelquefois une psychologie de l'émeute. C'est-à-dire le pouvoir d'être tous ensemble et de vouloir s'en prendre sous une forme de la meute, le nazisme, c'est ça. Ah ben ça, oui, c'est la forme extrême. Évidemment, c'est la forme extrême. Faut pas abuser de comparaison non plus. Non, mais ici, il y a véritablement dans cette masse qui n'était ni une foule ni même un peuple, dans cette masse dont la colère s'alimentait à sa propre colère. C'est-à-dire le contenu politique était absent, le contenu philosophique l'était encore, était tout aussi absent. Un peu comme un bébé qui pleure de pleurer, non? Oui, il y a quelque chose comme ça. Et il y a véritablement, la formule est la bonne là-dessus. Donc cette révolte des émeutiers, et là, évidemment, ensuite, on cherche à la justifier, on cherche à la rationaliser, mais on perd cette idée fondamentale de l'ordre libéral. Parce que là, le libéralisme est un ordre aussi. On en vient à perdre cette idée fondamentale de l'ordre libéral que la légalité est civilisatrice. La légalité est civilisatrice et que cette espèce de survalorisation de la violence, survalorisation romantique de la violence, qui nous vient de cette philosophie hyper rationaliste qu'est le marxisme, mais pas seulement. Oui, tout à fait. Mais cette espèce de survalorisation romantique de la violence ne vient-elle pas avec une condamnation de l'ordre social? Je donne un autre exemple. Lorsque Foucault, dans les années 70, dans ses cours au collège de Michel Foucault nous dit au cours au Collège de France, il nous dit la société est un ordre qui refoule une guerre civile permanente. Donc l'ordre social, l'ordre légal n'est qu'un aménagement temporaire de rapports de force fixés arbitrairement. Oui.
Que nous dit-il? Vous, c'est le mot arbitraire qui vous dérange, je pense. Oui, bien évidemment, parce qu'il y a la question fondamentale de la légitimité. Une légitimité qui est consacrée par la tradition et qui est fondée par la philosophie et et à laquelle nous consentons par le processus même de la souveraineté démocratique. Eh bien, lorsqu'on dit de l'ordre social qu'il n'est qu'un aménagement temporaire de rapports sociaux arbitrairement fixés, lorsqu'on voit l'ordre social ainsi, eh bien, nous sommes toujours à deux doigts, non pas seulement de l'émeute, de la révolte, mais d'une violence aveugle, d'une violence brutale et, devrais-je ajouter, une violence dont les plus modestes sont normalement les victimes. Parce que les grandes émeutes ne frappent pas les quartiers, les grands quartiers, les quartiers bourgeois. Attendez. À Londres, justement, à Chelsea, il y a eu un magasin Hugo Boss qui a été dévalisé par des Blancs et des riches. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Quand la foule s'y met, mais généralement, si je peux dire, les gens des classes, on peut dire, supérieures ont les moyens de se protéger. D'ailleurs, normalement, c'est à partir d'un quartier protégé qu'on survalorise la destruction du quartier qui ne l'est pas. On l'envie presque, non? Et il faut voir, rappelez-vous les émeutes de Montréal-Nord en 2008, ici. Qui ont été les premières victimes de Montréal-Nord? Est-ce que c'était les gens d'Outremont ou de Westmount? Non, pas du tout. C'était les petits commerçants de Montréal-Nord. Lorsqu'il y a eu des émeutes en France, quels sont les quartiers qui sont les premières victimes? Sont les quartiers, souvent, sont les banlieues qui sont les premières victimes. Ce sont tous ces travailleurs honnêtes et souvent des travailleurs immigrés, doit-on le dire. Des travailleurs honnêtes, parce que évidemment il y a toujours cette espèce de volonté d'assimiler de manière abusive. On sait que les émeutiers viennent quelquefois de certaines communautés, donc on décide d'assimiler ça à toute la communauté, ce qui est insensé. Les premières victimes sont souvent des travailleurs honnêtes, travailleurs immigrés souvent, qui sont dans ces communautés et qui voient détruire l'effort d'une vie par des gens qui s'amusent à jouer à la révolution. Et un point final là-dessus. Très final là, Mathieu, parce que le temps file. Lorsqu'une certaine, je m'en souviens, c'est en 2005, dans les années qui ont suivi, on a eu des gens en France, à ce moment, qui ont tiré sur la police au moment des émeutes. Qui ont tiré sur la police, ils ont pris les armes, ils ont tiré sur la police. Et on a vu toute une série d'intellectuels ensuite se porter à leur défense en disant, n'est-ce pas la violence des humbles pour renverser un ordre social, n'est-ce pas la figure de la révolution, donc de la démocratie qui se réactive dans la société? Et c'est une position qui était défendue publiquement. Eh bien, je considère que cette défense de cette pulsion nihiliste, traduite dans le langage d'une certaine sociologie de l'exclusion et récupérée à la fin dans un discours qui légitime la violence, je considère que c'est une négation de l'ordre libéral qui est pourtant un ordre garant de notre civilisation. Mathieu Bocoté, vous êtes un paradoxe vivant parce que vous êtes intellectuel, mais vous définissez les travers de ces intellectuels qui font leur beurre un peu sur les malheureux. De grands intellectuels ont critiqué leur propre tribu. Ça, c'est vrai aussi. Mais vous êtes un libéral, mais en même temps, vous défendez les petits et les humbles en même temps, parce que vous parlez de common decency de Orwell, ce qui est vraiment... Mais la chose n'est pas contradictoire. Depuis quand le libéralisme est-il hostil aux hommes? Si on simplifie vos idées, on dira, ça, c'est le gars des riches, lui, mais c'est pas du tout ça chez vous. C'est beaucoup plus nuancé. Non, Dieu sait, je n'ai pas de passion particulière pour le capitalisme, je ne m'en désole pas. Je dis que c'est un système nécessaire. Je crois que c'est Kristol qui disait « Two cheers for capitalism ». Non pas « three cheers », mais « two cheers ». Qui est Kristol? Irving Kristol, un des sociologues conservateurs américains, qui disait que le capitalisme a cette vertu de créer de la richesse, 10 secondes, a cette vertu d'encourager à la concurrence et la compétition, mais n'allons tout de même pas croire qu'il sauve notre âme, comme le disent les libertariens. Mathieu, donc, on peut arrêter? Il faut vraiment qu'on arrête. Si vous tenez à tout prix, on pourrait parler d'un autre sujet ensuite. Non, mais il y a quelqu'un d'autre qui attend. Oui, je comprends. Mathieu Bocoté, merci infiniment. Merci à vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais à vendredi, avec une table ronde avec Agustin Nicolas Coll, on parlera du Québec. Avec mon plus grand plaisir. Merci beaucoup, Mathieu.